Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Coralie Abraham-Palti, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, je rappelle que vous faites partie de la section Viso à Vive et que aujourd'hui nous avons une invitée, Elisa Azogui-Burlac, que je vous laisse nous présenter. Bonjour Elisa. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Après avoir travaillé plus de 9 ans dans la production de contenu au sein d'agences digitales comme The Guardian, National Geographic, vous avez décidé de vous lancer à votre compte dans la production de podcasts. Très rapidement et passionné par des questions de transmission intergénérationnelle, vous vous spécialisez dans les portraits sonores qui traitent de mémoire familiale. En 2021, vous écrivez et enregistrez une série de portraits des survivants de la Shoah, coproduit par Louis Média et Pardi Productions pour la série de podcasts Fracas. Et en 2022, très récemment, vous créez avec Myriam Levin la société Milim, qui propose à des familles, des particuliers, des associations et d'autres des biographies sonores et écrites. Exactement. On dit de vous que vous êtes une femme énergique, passionnante, bosseuse, pleine de gentillesse et d'empathie et surtout un vrai sens de la sororité. Ah bon, très bien. Alors allons-y pour cette fois-ci, votre portrait à vous. Merci, bah oui, avec plaisir. Alors, quel est le fil conducteur de votre parcours professionnel ? Est-ce que c'est la création de contenu ou la curiosité, le partage ? C'est quoi ? Je pense que c'est un peu des deux, c'est-à-dire, oui, je voulais créer du contenu, j'ai toujours aimé écrire, donc je pense que le fait d'écrire, même sur moi, a toujours fait partie, en tout cas, de ma vie. Et puis, je suis arrivée à un moment, après, sur le marché du travail, où il y avait toutes ces agences qui étaient des créatrices de contenu. On était vraiment au début de ce digital, où il n'y avait plus seulement les journalistes, il y avait plein d'agences qui naissaient partout. Et en plus, comme je suis partie à Londres, forcément, je me suis mise dans le marketing et dans la création, la production de contenu pour des marques, pour des agences et pour, après, des régies médias. Et puis, quand j'ai eu l'opportunité de faire autre chose, de m'éloigner du marketing et de faire des projets qui étaient plus personnels, il y avait toujours cette idée de produire du contenu. Et j'ai commencé par un blog sur la maternité, puisque j'étais devenue maman. Donc, j'ai retrouvé le plaisir d'écrire et le plaisir de créer mes propres contenus. Et est née l'idée de faire un podcast sur ma famille, d'interviewer mes parents, sur mes grands-parents qui n'étaient malheureusement plus là. Et du coup, j'ai commencé à être vraiment dans cette création et à revenir sur ma propre identité, juive, française, expatriée, là c'était le cas à Londres, et à avoir ce plaisir que j'avais eu parce que j'étais très engagée étant jeune à l'Union des étudiants juifs de France, mais à me re-questionner en fait sur le monde et à pouvoir créer du contenu autour de ça. Et donc finalement, on peut dire que la perte de vos grands-parents a peut-être été un phénomène déclencheur. Un des phénomènes déclencheurs d'un côté, la maternité de l'autre. Vraiment, la perte de ma grand-mère, qui était la dernière des grand-mères, m'a fait... ça a été, tout d'un coup, j'ai ressenti, avec la différence de leur génération et de celle de mes parents, une perte de transmission, une fin de transmission. Et j'ai vraiment eu peur, mais même dans mon judaïsme, en fait, de me dire, mince, quoi... j'ai écrit un texte où je disais pour mes enfants, les photos ramèneront des souvenirs qui n'en sont pas pour eux. En fait, tout est là. C'est-à-dire, j'avais des souvenirs, mais ces souvenirs-là, on ne peut pas les transmettre à nos enfants. Bien sûr. Vous voyez, Bien les sûr. odeurs, on ne les transmet pas Non. à nos enfants. Et c'était des odeurs du Maroc, de Tunisie, que je ne pourrais pas transmettre parce que moi, mes parents ne l'ont pas gardé. Voilà. Et du coup, vraiment, c'est là que je me suis questionnée de manière très forte sur ma transmission et sur mon judaïsme et sur notre rôle à nous, notre génération, dans cet engagement. Mais on peut les recréer, les odeurs ? On peut les recréer, mais il faut être volontaire. Et du coup, c'est une transmission qui est active, alors que moi, j'avais reçu de manière passive cette transmission. D'accord. Et donc, de votre propre histoire, de vos propres origines et de votre propre introspection, vous passez finalement vous arrivez à faire l'introspection des autres et en tout cas à leur permettre de le faire. Vous faites partie des tiers qui vont permettre d'organiser les choses pour que l'histoire familiale se fasse.
Exactement. J'ai baigné dans la psychanalyse et là, je dois rendre quand même hommage à ma mère qui est psychanalyste, à ma sœur qui est psychanalyste. Ah oui, c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Et donc, on a un rapport à la parole et c'est pour ça que d'ailleurs, mon entreprise s'appelle Milim. Milim, c'est les mots. Les mots en hébreu, voilà, bien exactement. sûr. On a un rapport à la parole qui est particulier, que la psychanalyse apporte ce rapport à la parole. C'est-à-dire que la parole a un sens et elle a un rôle. Elle est performative. Et du coup, c'est vrai qu'en faisant ce premier travail sur moi-même, je me suis rendu compte que j'adorais ça et j'ai commencé, grâce à des proches, à aller interviewer leurs grands-parents parce qu'ils voulaient avoir quelque part leur histoire et se rendre compte que oui, parce que j'avais été bercée par la psychanalyse, parce que je me posais beaucoup de questions sur moi-même et que j'avais une capacité d'élaboration, je pouvais faire ce travail pour les autres et les aider en fait à être dans ce travail de transmission en prenant ce rôle de tiers, de la fille d'à côté. Et quelle est la Elisa Azegui-Burlac avant la création de Milim? Est-ce que vous étiez déjà dans votre tête entrepreneur ou c'était de l'entrepreneuriat finalement pas forcément professionnel dans votre tête? Non, c'était pas professionnel. Et je pense que c'est vraiment ma rencontre avec Myriam, mon associée Myriam Levin, qui est journaliste, qui est une vraie féministe. Et ça, je dois lui rendre hommage sur ça, qui m'a vraiment donné cette chutzpah, en tout cas, qui m'a donné ce côté entrepreneuriat, d'avoir confiance en soi. Moi, j'étais plus à me justifier, comme beaucoup de femmes, hein, on le voit, on en parle énormément. Oui. Mais j'étais plus à me justifier, genre, regardez tout ce que j'ai fait, j'ai le droit de faire ça. Et en fait, c'est là que Myriam est intervenue. En fait, on est professionnel, on a des compétences et on propose un travail et même parler d'argent. En fait, être entrepreneur, faut pouvoir parler d'argent, faut pouvoir parler de manière commerciale. Et ça, c'est grâce à ma rencontre avec Myriam. C'est une histoire à deux. Alors justement, quel est le concept derrière Milim, la société que vous avez lancée avec Myriam Levin? Milim, c'est vraiment un studio de création sonore et écrite, de biographie ou de témoignages sonores et écrits. Donc il y a un versant qui est privé, c'est-à-dire que nous allons dans des familles interviewer un proche. Ça peut être un parent, un grand-parent, une tante, un oncle, qu'importe. Nous, notre postulat, c'est qu'on a tous une histoire à raconter, qu'il n'y a pas d'âge pour vouloir raconter cette histoire. Et que, on va faire un entretien, 2 entretiens de 3 heures. Et de cet entretien va découler un podcast d'1 heure, 1 heure et demie, qui est un podcast très monté, très scripté, avec des coupures musicales, qui est un récit de vie. En fait, de cet entretien va naître un récit de vie en podcast, en témoignage sonore et en livre que fait Myriam. Voilà. Est-ce que c'est essentiellement dans la communauté juive? Non, pas du tout. Là, nos clients que nous avons eus ne sont pas que des juifs. Après, c'est vrai que nous sommes toutes les deux engagées sur la communauté juive. Moi, j'ai fait... on est toutes les deux engagées. Moi, en plus, j'avais fait une série de podcasts sur les survivantes de la Shoah. Oui. Myriam a un compte sur le judaïsme tunisien qui s'appelle Stay Tunes. Et du coup, forcément, ça nous intéresse. On s'engage sur ces sujets. On s'engage notamment... sur toutes les questions d'identité juive et de mémoire et de transmission. Et on a eu la chance, à côté de cette offre privée, il y a des institutions juives ou le Mémorial de la Shoah, des musées qui nous donnent aujourd'hui l'opportunité d'utiliser notre capacité de créer du contenu autour de la mémoire et de la transmission pour eux. Voilà. Donc on travaille aussi pour le FSJU, le Kazib Kojassor, le Mémorial de la Shoah. Ouais, c'est important. Alors si on rentre un petit peu plus dans votre intimité... vous grandissez dans une famille pleine de vie. Vos parents sont juifs athées, c'est comme ça qu'ils se décrivent, et 68 arts. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de règles à la maison. Et vous dites dans une de vos interviews, je crois que la recherche de repères a peut-être été un moteur chez vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Oui, je crois que oui, il y avait... ma mère est tunisienne, c'était tunisien qu'on peut dire francisé. Donc il y avait cette idée que les séfarades, fallait pas trop s'en mêler. Elle s'est quand même mariée à un Marocain. Oui, quand même. En fait, c'est quasi un hasard. Et c'est de l'inconscient quand on écoute votre père dans le premier podcast que vous faites. Oui. Pourquoi, papa, tu t'es marié avec une juive? Et il dit, alors là, franchement... je pense que... en fait, ma mère était en psychanalyse, comme quoi la psychanalyse revient toujours, mais en tout cas, elle faisait tout d'un coup un retour sur ses racines, mais c'était... Pour elle, pour sa famille tunisienne, c'était l'assimilation. Se marier à un juif en plus séfarade, c'était absolument pas, c'était pas du tout valorisé. Oui. Mon père, c'était autre chose. Marocain, on était plus traditionnaliste. Mais alors, tous les enfants de mes grands-parents, qui étaient pourtant des Marocains très traditionnalistes, c'était mai 68, c'était on rejette la religion en bloc, quoi. Donc, il y avait ce rapport à la religion qui était très négatif. Hein. Moi, j'ai été élevée dans ça. Et j'ai perdu le fil de la question. En fait, ça a été un moteur, le fait de devoir chercher des repères par soi-même. Exactement. Je crois que vraiment, on est une génération
Peut-être parce qu'on est mieux dans nos baskets, peut-être parce qu'on est cette 3e génération ou 2e génération. En tout cas, on est plus à l'aise avec le fait qu'on peut avoir plusieurs strates identitaires, le fait qu'on peut être français et ne jamais remettre en question, et sans, enfin, ni que ce soit une fierté ou autre, mais en tout cas de se sentir très français, tout en étant très fier d'avoir ses origines tunisiennes, marocaines. Et je pense que parce qu'on est plus à l'aise, on a en effet cherché des repères. Et puis mai 68, oui, enfin moi c'était le balagan, quoi. Donc, je pense que j'avais un besoin de cadre. Le balagan, c'était 68 pour vous, voilà. c'est ça? Et chez moi, c'était très libre. Et j'adore cette liberté. Et je le dis d'ailleurs, j'adore cette liberté-là. Ils sont restés très libres, les parents, après 68? Oui, ma famille est restée très libre. J'avais une mère divorcée. Voilà, on était très, très libres. Mais en même temps, moi, c'est vrai que j'avais envie peut-être de créer autre chose. Et alors, comment ça s'est retranscrit dans votre judéité? Comme ça, comment vous avez construit votre propre façon d'être juive avec un schéma de parents juifs athées? Mais ça, c'est assez neuf, parce que vraiment, pour moi, j'avais gardé le récit qu'on me faisait du judaïsme. Le judaïsme, c'est avant tout une appartenance, un sentiment d'appartenance. Je pense qu'on a été une génération élevée quand même à ça. C'est que de la culture, évitons le culte. Voilà, une grande On méfiance. faisait pas les fêtes chez vous? On faisait chez mes grands-parents, mais c'était autorisé parce que c'était mes grands-parents. Voilà. Mais sinon, c'était surtout pas autorisé. Pessard, je me souviens que quand je me suis mise à l'UEJF, j'ai dit que j'aimerais manger de la viande cachère pendant Pessard. Ma mère a fait une crise. C'était vraiment, mais où j'allais avec tous ces juifs, mais qu'est-ce qui se passait dans ma vie? Et en fait, c'est passé par l'antisémitisme, mon judaïsme. Enfin, je pense qu'on est une génération on a vécu la seconde intifada quand on était à l'université. Ça a été assez brutal. Très violent. Et c'est passé par l'antisémitisme. Et puis, et je suis ravie de ça, ça ne passe pas que par l'antisémitisme aujourd'hui, ça passe par un sentiment de conscience que le judaïsme, c'est un engagement. C'est un engagement, en fait. En tant que juif, on s'engage à faire vivre cette histoire et à la transmettre. Et pour la transmettre, il faut de tout. Il faut de la culture, du culte aussi, des traditions. Et je suis ravie aujourd'hui que ça passe par ça. Et comme beaucoup non, vous n'êtes pas si nombreuses que ça, nombreux et nombreuses, mais comme quelques-uns des personnes de votre âge qui est engagé dans le travail de mémoire et le travail de transmission intrafamiliale et intergénérationnelle, vous dessinez des ponts entre des générations qui sont très différentes les unes des autres. Dans votre propre famille, vous avez très probablement des arrière-grands-parents qui parlaient arabe, qui étaient en Afrique du Nord, juifs traditionnels. Vous avez des grands-parents qui ont essayé quand même de se franciser énormément et de masquer leur identité, et des parents qui se décrivaient comme juifs athées. Et on arrive là à notre génération. Et révolutionnaire. Non, j'ai rien dit. Et du coup, il y a quand même un pont finalement que vous dessinez entre chacune de ces générations qui... Je vais parler du séfaradisme. J'ai travaillé sur la mémoire de la Shoah, mais là, je vais parler de ma famille parce que c'est plus intime et sur le séfaradisme. Moi, j'ai rien compris, jusqu'à très tard, en fait. C'était là, c'était tout à fait normal. J'avais une grand-mère marocaine qui parlait arabe à mon grand-père, qui parlait aussi français. Je me suis pas posé de questions. Et en fait, là, on sort un podcast qui s'appelle La vérité si je mens plus avec RCJ, qui est un des podcasts natifs de RCJ. C'est pour questionner ça parce que moi, je me rends compte que mes manques, c'est les manques de mes parents. Ils n'ont pas questionné l'histoire non plus. Ils n'ont pas questionné leur propre histoire sur la colonisation française qui a changé le statut des Juifs au Maghreb. Et oui, on fait des ponts parce que on fait parler les grands-parents, mais aussi on va chercher dans l'histoire les éléments qui nous permettent de comprendre cette identité et d'en parler autrement. Voilà, loin du folklore et des clichés. Alors, quels sont vos projets à venir, vos projets personnels, professionnels ? Nous, on continue les podcasts de famille, donc on fait des biographies familiales. Ça, c'est des projets privés. Mais à côté de ça, on a lancé un podcast avec le Kazip Kojasor, qui est un podcast mensuel, qui va dans les coulisses du Kazip et qui montre l'action de cette association. Le prochain épisode sera la semaine prochaine, et c'est sur l'action sociale du Kazip Kojasor. On est en train de travailler avec le Mémorial de la Shoah sur une série de podcasts sur l'histoire du CDJC, puisque ça sera les 80 ans en avril. Oui, parce qu'on rappelle que le CDJC, c'était avant le mémorial. Exactement. Oui. 1943, quand ça s'est créé. Donc, on travaille sur ça. On a aussi une actualité avec le FSJU et Noé pour la jeunesse. Et on est ravis de travailler sur ce projet. On travaille avec un groupe de jeunes et on crée un podcast avec eux intergénérationnel. Ça sort à la fin du mois. Ça s'appelle À ton âge et on a hâte de vous en parler. Top.
Et on a sorti donc La vérité si je mens plus, qui est un projet qui nous tient énormément à cœur avec RCJ, c'est un podcast natif où tous les mois ou tous les 3 semaines, on interviewe une personnalité séfarade sur ces questions de comment on vit cette identité juive séfarade en France. Qu'est-ce que c'est d'être juif séfarade 60 ans après l'indépendance de la guerre d'Algérie. Voilà. Eh bien, ce sont de très, très beaux projets. Merveilleux. Coralie. En fait, on est sur un entrepreneuriat assez engagé. Est-ce que vous réalisez l'impact que vous avez, par exemple, auprès des familles que vous pouvez accompagner? Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter? Qu'est-ce que ça leur a procuré à la fin de l'aventure de ces archives, finalement, qui deviennent des récits audio écrits? C'est très touchant. C'est très bizarre parce qu'on rentre par la petite porte et tout de suite, on est dans l'intime. Et au début, c'est assez bizarre, je pense même pour ces familles, parce que, en fait, c'est quand le podcast est fini, quand le livre est fini, qu'ils se rendent compte de l'importance de cet objet de transmission. Et ils sont évidemment ravis et hyper touchés. Et en même temps, d'avoir fait ce travail de dire à leur père ou à leur mère ou aux gens autour d'eux, j'accepte ton récit, parce que c'est des récits intimes, ce sont des témoignages, et voilà. Donc, Est-ce que ça permet aussi de rapprocher des cousins, des petits-enfants, les uns avec les autres? En tout cas, ça permet de créer un récit pour la famille, de Ouais. créer un récit familial et d'avoir un objet qui montre qu'il y a un récit familial. Un objet à transmettre en Voilà. commun. Exactement. Ce qui est assez incroyable, c'est que votre passion de transmettre et de tout cela, elle est née du rejet de vos parents, des deux côtés. Et comme quoi, un tel rejet, on peut aussi obtenir l'opposé, et vous en êtes la preuve vivante. Exactement. Je pense qu'on fait soit on reproduit, soit on va à l'encontre des schémas Voilà. de nos parents. Mais je pense qu'ils ont énormément transmis inconsciemment. Inconsciemment, et on je est d'accord. remercie leur inconscient. Voilà, on est d'accord. Merci infiniment, Merci à Elisa vous. Zoghi-Burlek, c'était riche. Donc on va peut-être rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver. Donc il y a le site Milim, c'est milim. Studiomilim.fr. Studio Milim tout attaché. Studiomilim toutattaché.fr. On a un Instagram où on met des photos de famille. Et si vous voulez en partager, n'hésitez pas, on adore ça. Qui est l'Instagram qui s'appelle Studio Milim. Voilà. Eh bien, bravo pour tout cela. Merci Coralie. On se retrouve très vite pour un nouveau magazine de la Viso et Elisa Zoghi-Burlek. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Au revoir, merci. Au revoir.